l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans Ici Montferrand très spécial consacré à la finale de 2010 et la victoire des Clermontois pour le 10e anniversaire de cette finale. Et à mes côtés, trois messieurs, Christophe Buron, Fred Vernat et Arnaud Clerc. Bonjour messieurs. Salut Greg. Salut à tous. Alors je disais une finale très très spéciale. Je vais vous demander, vraiment on ne l'a pas préparé, hein, juste si vous pouvez me donner un souvenir de ce jour-là. Arnaud. Moi, il y a un souvenir qui m'a marqué de ce jour-là. Alors, c'est l'arrivée des supporters en gare d'Austerlitz. C'est un boucan, mais vous savez, à l'époque, vous aviez ces petites trompettes qui faisaient un cri hyper strident. Les vuvuzelas. C'était pas des vuvuzelas, mais c'était des petites trompettes. Et la gare d'Austerlitz, ça avait fait un boucan de tous les diables. Je m'en rappellerai toute ma vie. Enfin, c'était assourdissant. C'est le premier truc qui me revient. Pardon, souvenir de petites trompettes aussi, Fred, ou pas? En quelque sorte. Je peux tricher un peu. Moi, en fait, mon souvenir lié à ça, c'est pas le 29, c'est plutôt le 30. Évidemment, j'ai plein de souvenirs liés au 29 mai, mais moi, c'est le lendemain, quoi. C'est franchement, ce retour à Clermont qui était complètement dingue, là, de l'arrivée à Gerza, à la gare de Gerza, espèce de cortège jusqu'à la place de Jaude, et puis la place de Jaude, bon, c'était monstrueux. Franchement, Clermont, on n'avait jamais vu ça. Christophe? Moi, j'ai deux souvenirs. En effet, le 29, c'est peut-être et un grand merci à cette époque à Victor Bofill qui m'avait fait rentrer dans le vestiaire après le match pour boire une bière dans ce vestiaire joyeux. C'était des retrouvailles avec Victor Bofill parce que 11 ans avant, j'étais rentré dans ce vestiaire. C'était un vestiaire de perdants. Il était entraîneur de l'ASM et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ça de l'intérieur. Et le lendemain, en effet, moi j'étais aussi dans le train et c'est cette arrivée à Gerza qui était impressionnante. Et peut-être le souvenir le plus marquant, c'était peut-être quelques instants avant ou peut-être une heure avant, où en gare de Vichy notamment. Dans le train, ils nous avaient annoncé qu'on n'irait pas au bout parce qu'à Clermont, c'était du délire et qu'il faudrait s'arrêter avant. Donc ça avait provoqué, pas un vent de panique, mais il avait fallu que les dirigeants ou les responsables s'organisent pour faire venir le bus à Gerza. Enfin, ça avait été improvisé, mais ça avait été plutôt bien fait. Alors, on va se rappeler plein de bons souvenirs. On va commencer juste, messieurs, si vous le voulez bien, on va remonter un tout petit peu avant cette finale pour évoquer un peu le contexte avant cette finale, le contexte de loser à l'époque de Clermont qui allait disputer sa 10e finale, non? Loser, c'est vrai qu'il sortait de 3 finales perdues, ce qui était quand même un dur passif, un lourd boulet à traîner. Donc, c'est vrai que cette quatrième finale consécutive, elle pouvait mentalement être compliquée. Elle l'a été, hein, et ça s'est joué là-dessus d'ailleurs. Et c'est là où ils ont été très forts mentalement, c'est qu'ils ont su aller au-delà de cette histoire, de ce passé qui était une chape de plomb énorme sur leurs épaules. Christophe, tu dis les 3 finales évidemment précédentes, mais on peut pas non plus oublier, et je sais que la presse en a parlé, on est les premiers à l'avoir évoqué, mais les 7 finales aussi précédentes, c'est-à-dire que c'était la 11e tentative quand même. Oui, mais bon, par exemple, il y avait très très peu de joueurs, il y avait, je crois, de mémoire que 2 seuls joueurs qui avaient vécu la finale. Il avait fait les 11 finales, non? Ah non, les 11. Là, je connais personne qui ait fait les 11 ni sur le terrain ni en dehors. Non, il n'y avait que Hautebert et Rougerie de mémoire qui avaient vécu la finale de 2001. Mais il y avait quand même un poids, tu as raison, de l'histoire, plus peut-être sur l'environnement, sur les supporters, sur le public. Là, c'est vrai que c'était un poids supplémentaire, mais les joueurs eux-mêmes, la génération qu'il y avait, étaient surtout encombrés de ce lourd fardeau des 3 finales perdues en suivant. En suivant. Et tu parlais de contexte, et je pense qu'ils ont su aussi trouver de la force mentale et des ressources supplémentaires dans ce barrage et cette demi-finale qui ont été très difficiles à remporter. Et je pense que ça leur a donné un surplus de confiance et de rage justement pour aborder cette 4e finale consécutive de la meilleure des manières. C'est ce que dit Aurélien Rougerie d'ailleurs. Aurélien Rougerie dit pas autre chose. Il dit si on avait eu des matchs faciles
des victoires brillantes en barrage et en demi, on n'aurait probablement pas gagné cette finale. Ils ont tellement été dans le dur sur ces 2 matchs, ça a tellement été des matchs extrêmement serrés, extrêmement compliqués à gérer, que ça les a maintenus un peu en éveil. Alors, effectivement, Clermont avait cette étiquette de perdant, mais en même temps, Clermont venait de jouer 3 finales, 2007, 2008, 2009. C'était suite quand même à un travail de la part des Clermontois, et notamment le travail, et je voudrais qu'on évoque quand même la mémoire de René Fontes pour commencer, qui est arrivé au club, si je me rappelle bien, en tant que président 2004, Christophe, c'est ça, hein? C'est ça, 2004. Et qui a, alors je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il participe à cette idée de nommer Vern Cotter en 2007. Alors, l'idée de le nommer, c'est pas lui qui l'a eu. Je crois que c'est Jean-Marc Lermec qui l'a déniché, mais c'est René Fontes qui a eu le coup de fil décisif qui a fait pencher la balance et qui a fait venir Vern Cotter en France à cette époque, en effet. Donc, le recrutement, faut pas oublier quand même que René Fontes ne connaissait rien au rugby quand il arrive. Enfin, il connaissait rien. Il n'était pas du tout intégré dans les arcanes de ce sport ni du club. Il découvrait tout. Il avait une mission qui lui avait été confiée par Édouard Michelin. C'était de redresser ce club et de ramener un jour ce qui manquait depuis toujours, place de jaune. Enfin, fameux bouclier de bonus. Ce qu'il a fait d'ailleurs avec beaucoup de pragmatisme, on peut le dire, la construction du club comme on le connaît aujourd'hui, c'est quand même l'héritage de René Fontes, c'est évident. Non, René Fontes, il a des décisions qui sont capitales pour l'avenir de ce club, qui a été le changement de nom d'abord. Il ne s'est plus appelé l'AS Montferrand, mais l'ASM Clermont. Et l'ASM Clermont-Auvergne après, par extension. Il faudrait dire à Guy Novès d'ailleurs que c'est Clermont, parce qu'il dit toujours Montferrand. C'est vrai. Ouais, c'est la nostalgie, je pense. Voilà. Et l'autre grande décision qui a été prise par René Fontes et ses adjoints, et notamment Jacques Pinault, qui était un peu le grand argentier du club, ça a été de faire du stade leur lieu de ressources principal, d'en faire un lieu de vie qui dépassait largement le cadre des 16 rendez-vous de la saison en compétition. Ils en ont fait un modèle qui a été exemplaire, qui a été novateur et qui a porté ses fruits parce qu'il y a une économie qui s'est créée, une économie réelle avec un partenariat qui n'a eu cesse de s'élargir et de grossir. Et ça a été au bon moment. Et ça a été au bon moment parce que c'est au moment de l'expansion du rugby, de l'augmentation des affluences, etc., de la visibilité plus importante. Et c'est vrai que tout ça est intervenu au bon moment. C'est vrai. Et donc en 2007, en 2006 plus précisément, est nommé Vern Cotter. Tu te rappelles, Christophe, mais Vern Cotter, on en entend parler bien avant son arrivée à l'intersaison. On entend parler dès le mois de janvier, février, et les joueurs le craignent déjà. On a déjà l'idée qu'il y a un entraîneur qui va arriver et qu'il est sévère, quoi. Oui, ils étaient au cœur d'une saison avec Philippe Agostini, où c'était plutôt le centre aéré ou la colonie de vacances, c'est selon. Et c'est vrai que la réputation de Vern Cotter l'avait déjà précédé, et quand on a su qu'il allait arriver, les gars s'étaient dit on va changer de braquet. Mais en fait, ça a été encore plus dur que ce qu'ils imaginaient, je crois. Là, c'était grand plateau, là. C'était grand plateau. 54-12. Et je crois qu'ils gardent tous un souvenir ému du premier stage qui avait eu lieu en Suisse, où tout le monde avait craché ses poumons de manière assez incroyable. Qu'est-ce qu'il a amené plus largement Vern Cotter comme patte? C'était la rigueur pour le coup? La rigueur qu'il n'y avait pas? La rigueur, la précision, le professionnalisme, oui, tout ça, ouais. Tout à fait. Fred, tu voulais ajouter? Oui, non, moi c'est Jamie Cudmore, pour ne pas citer, qui me l'a confié, et il m'a dit en un mot la rigueur. Je le cite. Il a apporté tout ce qu'il n'y avait pas ou peu, en tout cas auparavant. Quand on se souvient de Christophe parlait de l'époque Agostini, mais en gros les 4-5 saisons précédentes, clairement c'était un club où il y avait une instabilité chronique quand même qui était assez étonnante. Entre la finale de 2001 et puis celle de 2007, il s'est passé beaucoup de choses. La rigueur, c'était quelque chose que d'autres coachs avaient essayé d'instaurer, parce qu'on connaissait le côté un peu confortable de ce club où il faisait bon vivre, on était bien payé de manière régulière. D'autres coachs avant lui avaient essayé, mais probablement qu'il manquait un charisme, quelque chose, un leadership que Vern Cotter a incarné
dès son arrivée à l'ASM. Arnaud, juste pour terminer sur Van Cotter, là où il a été très bon, et je ne sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, mais c'est qu'effectivement, il a un management qui est quand même très dur au début, et il multiplie les échecs en finale de championnat de France, et réussit à adapter un tout petit peu son management, à le rendre un tout petit peu plus souple, et à continuer à faire passer son message. En ça, il a été très bon, Van Cotter, non ? C'est pas tellement son management qu'il a changé, en fait. C'est sa méthode d'entraînement et de préparation. À la demande des joueurs, les joueurs ont fini par lui dire, c'était peut-être même avant 2009, je crois que c'était peut-être après 2 ans, quand ils ont été le voir, ils lui ont dit Verne, il faut qu'on mette la pédale douce là, parce que les saisons sont trop longues, on est cramé, il faut qu'on. Donc il le reconnaît lui-même qu'il avait changé un peu, il a changé son fusil d'épaule, il avait peut-être été un peu moins, comment dire, exigeant. Dans la prépa physique, dans le domaine de l'athlétisation des joueurs, et parce que les gars, ils laissaient beaucoup de jeu, quoi. Et puisqu'on parle de cette année 2010 et du staff, on ne peut pas minimiser non plus l'importance de Joe Schmidt aussi. Joe Schmidt qui avait peut-être pas la renommée à ce moment-là qu'il méritait. On a vu la suite de sa carrière, hein, quel grand technicien ça pouvait être. Il est évidemment aussi prépondérant dans ce titre de 2010. Il est artisan du jeu qu'il y avait à l'époque. C'est vrai, il a été un petit peu l'architecte de tout ça. Il a eu cette idée assez lumineuse de replacer Aurélien Rougerie au centre pour faire place au talent qu'il y avait à l'époque aux ailes. Et c'est vrai que rien que pour ça, oui, il a été déterminant. Messieurs, je voudrais qu'on parle un peu des joueurs qu'il y avait à l'époque, notamment en 2010, et notamment 3 joueurs, alors, quasi du cru, hein, pour les 3. Aurélien Rougerie, Clermontois, lui, Anthony Flush, de Châteauguay, donc autant dire, qui est là, et le trident qu'il composait avec Julien Malzieu. C'était quelque chose qui était déterminant dans cette saison ? Oui, c'était des joueurs qui avaient. Rougerie avait du leadership, il était déjà. Et Rougerie, on se rappelle, il avait commencé en 2007. À cette époque-là, il était encore ailier, si je me rappelle. En 2010, il est centre. Il est centre parce qu'il fallait faire une place au phénomène Nalaga déjà. Et parce que Joe Schmidt, on y revient, avait eu cette idée de densifier son centre du terrain. Et il avait perçu, alors que très peu de techniciens ou d'observateurs avaient vu ça, ils voyaient en Rougerie un joueur qui était capable de passer les ballons et de jouer à ce poste de centre. Donc c'est vrai que ça a été un pari gagnant. Ouais, et puis de replacer, tu parlais de laisser place au phénomène Nalaga, mais il y avait Malzieu aussi à l'autre aile qu'il fallait faire jouer, qui avait des qualités d'explosivité et de vitesse, qui était un atout considérable pour l'ASM. Je me rappelle des 3 essais inscrits en quart de finale à Dublin cette année-là, qui sont avérés insuffisants puisque l'ASM avait perdu. Mais oui, Malzieu était international à cette époque-là. C'est quelqu'un qui faisait avancer le jeu. Et de replacer Aurélien Rougerie au centre permettait donc d'avoir et Malzieu et Nalaga aux ailes. Et c'était effectivement un atout considérable. Surtout que Malzieu et Nalaga étaient des purs ailiers qui ne voulaient pas trop jouer à notre poste, quoi. Pour revenir à ta question, Greg, c'est vrai que cette équipe de 2010, j'allais dire un peu trivialement, elle sentait le Saint-Nectaire quasiment. Il y avait une vraie patte auvergnate, peut-être plus que par la suite, par l'évolution du rugby, mais pour autant, je suis pas convaincu que ça ait joué d'une quelconque manière que ce soit sur la réussite et sur ce premier Brennus. En 2017, il y avait peut-être un peu moins cette patte auvergnate et l'équipe s'est imposée tout autant. Avec Julien Malzieu, il y avait un petit parfum de verveine. C'est vrai. Tout à fait. Julien Malzieu et de verveine, je voudrais juste qu'on parle d'un souvenir le concernant. C'est cet essai inscrit en prolongation du match à Saint-Étienne contre Toulon. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Lui s'en rappelle quasiment pas, disait-il. Un essai de sprinter. Ouais. Ah oui, ce qui est étonnant dans cet essai, c'est quand on a revu tous les images il n'y a pas longtemps, c'est qu'il est peut-être celui qui est le moins convaincu d'avoir marqué l'essai quand il se relève et qu'il y a cette séquence d'arbitrage qui dure une éternité, là, de vidéo-arbitrage. Il a l'air d'être très dubitatif alors qu'il n'y a aucune... Il y en a d'autres qui ne sont pas convaincus qu'il a marqué un essai encore aujourd'hui.
Tu parles de l'essai de Malzieu? Oui. Non, là, il y avait vraiment essai. Contrairement peut-être à d'autres dans le match. Ouais, il avait dit en interview, Christophe, que quand il avait plongé dans l'embut, il était tellement cramé par sa course, en fait, qu'il bien sûr. Noir devant les yeux et qu'il ne se rappelle plus avoir battu. C'était un vrai 100 mètres, quoi. C'est ça. C'était un 100 mètres, c'est ça. Puisqu'on parle d'essai et qu'on parle d'ailier, on va parler quand même de l'essai de Napoli Nalaga en finale. Nalaga qui était le seul marqueur en 2010, il me semble, dans cette finale pour la SM. C'est ça. Fait. Sur le match seul aussi. marqueur d'essai du match, d'ailleurs, aussi. C'est ça. Alors, je ne sais pas si on a tendance à l'oublier, mais en tout cas, Nalaga, c'était quand même un phénomène à Clermont à cette époque-là. J'espère qu'on ne l'oublie pas quand même, avec tous les essais qu'il a marqués. 105 essais en 170 matchs, si je dis pas. Cette saison-là, il en inscrit moins, je crois. Hein. Oui. Les 2 saisons précédentes, il a 18, je crois, 18 ou 16 essais, après 20 essais. Là, il en était à 8, je crois que c'était son 8e de la saison sur la finale. 2010, c'est le début de sa première période où il était un peu moins bien et il faut se rappeler que 4 mois plus tard, il allait faire faux bond et jamais rentrer des vacances de Noël. Hein. Exactement. Donc, il était quand même pas très très bien. Mais il part pour les vacances de Noël 2010 du coup. Il a une permission de 15 jours et en fait il revient 18 mois après. Il revient 1 an et demi après s'être essayé au Super Rugby et voilà, et d'être revenu. Quelques histoires familiales. Mais pour revenir à cet essai, oui, c'était le seul essai du match. C'était un essai qui avait été construit, alors que ce match cette finale, elle n'a pas forcément brillé par la qualité de son rugby d'attaque. Hein. Ça a surtout été un gros pressing défensif de la part des Clermontois. Mais il y a eu cette fulgurance sur cette combinaison que m'a décrypté Joe Schmidt il n'y a pas longtemps, qui sera dans notre supplément de la montagne, qui est amené à sortir, je ne sais plus quand, cette semaine. Cette semaine. Voilà, il y avait une combinaison qui s'appelait Arrow, qui veut dire flèche en anglais, et c'était une attaque en pointe avec Marius Joubert qui servait de l'heure en termes de poste de premier centre, qui avait fixé 2 Catalans. Une super passe de James, et puis une belle fixation de Rougerie, et Floch qui était venu découper en 2 la défense. Bon, ça n'avait pas été au bout sur ce premier temps de jeu, mais après il y avait eu 1 ou 2 regroupements, et Nalaga qui était venu jouer comme un vrai numéro 8 qu'il aurait peut-être dû être, je ne sais pas. il avait enfoncé tous les Catalans pour finir dans l'embut. C'est ça. Merci messieurs d'avoir évoqué la première partie de cette finale. Demain, on évoquera la charnière, notamment Para-James. On évoquera aussi, bien sûr, Perpignan. On reviendra sur cette finale. Et puis sur le retour des héros à Clermont. On se rappelle, c'était il y a 10 ans et c'était magique. À demain. Merci messieurs. Merci. Salut, merci. L'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. pour la SM Clermont-Auvergne.